bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire intitulé Dialogue salarié-employeur, comment aborder les capacités de travail sans être intrusif. Donc, le webinaire va durer environ 1 heure avec un temps dédié aux questions-réponses de 15 minutes. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions en fin de webinaire. Pour cela, vous pourrez utiliser la fenêtre Q&R. Donc, vous avez un bouton Q&R pour poser vos questions. N'utilisez pas la fenêtre discussion parce qu'elle est désactivée. Pour tout ce qui est questions, on vous rappelle qu'il est préférable de poser des questions, on va dire, d'ordre général. Pour les cas particuliers qui concernent vraiment, par exemple, votre entreprise, il vaut mieux vous rapprocher directement de votre service de prévention et de santé au travail. Donc, on va passer à la slide suivante. Un petit problème technique. Ça ne marche pas, je vais y arriver. On va relancer le PowerPoint, ça devrait fonctionner. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Donc, le webinaire est organisé par le réseau Présence PACA Corse qui regroupe 16 services de prévention et de santé au travail de PACA et Corse. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de ces services sur notre site internet présence-pacacorse.org. Le contenu du webinaire du jour a été réalisé par les services AISMT 13, AISMT 04, GEST 05 et Expertise. Je vous rappelle également que le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay du webinaire d'ici 48 heures sur notre site présence-pacacorse.org. Et alors, avant de laisser nos intervenantes se présenter, je vais également me présenter. Je suis Cécile Cioni, je suis la chargée de communication pour le réseau Présence PACA Corse. Donc, Laurence Martinez, je suis médecin du travail à la ISMT 13, qui est un service de prévention et santé au travail interentreprise, donc dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous, Philomène Giglio, chargée de maintien en emploi au sein de la ISMT 13 et plus particulièrement au sein de la cellule prévention de la désinsertion professionnelle. Bonjour à tous, donc je suis Agnès Donat, je suis technicienne en prévention des risques chez Expertise, qui est aussi donc un service de prévention et de santé au travail dans les Bouches-du-Rhône. Et moi, j'aurai pour rôle pendant ce webinaire de répondre à vos questions qui pourraient arriver sur la fenêtre Q&R, comme l'a indiqué Cécile. Bonjour à tous, donc je suis Amandine Couder, je suis l'assistante de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle de l'ISMT 13 et donc je viens aider Agnès Donat pour répondre à vos questions. Alors, pour ce webinaire, nous avons 10 grandes parties. Nous allons commencer par vous donner une définition du handicap avant de donner quelques chiffres. Ensuite, nous verrons quelles sont les 3 dimensions du handicap et également quels sont les différents types de handicap, avec aussi ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Ensuite, il y aura une partie sur les enjeux socio-économiques importants. Nous aurons également une partie pour vous permettre d'identifier les premiers signes on va dire de désinsertion professionnelle. Et ensuite, nous aurons 2 parties pour vous permettre de voir comment intervenir quand on décèle ces premiers signes, si le salarié est en poste ou si le salarié est en arrêt. Et on terminera sur une partie sur le processus du maintien en emploi. Donc, pour commencer sur la première partie, la définition du handicap, je vais laisser la parole à Philomène Giglio. Alors oui, nous commencerons par un petit rappel, parce que vous connaissez sûrement la loi du 11 février 2005, qui est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi reconnaît le handicap comme étant toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, cette loi s'inspire de la catégorie internationale des handicaps et surtout, elle prend en compte 4 grandes familles de handicap et introduit pour la première fois le handicap psychique, ce qui est une grande avancée. Et cette loi inclut aussi les personnes à mobilité réduite
y compris de façon temporaire. Donc, il y a vraiment une appréhension très, très large du handicap. Sur le Code du travail aussi, s'appuie sur cette définition, et donc nous avons l'article L 5213-1 du Code du travail qui stipule que est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions, donc avec les 4 catégories physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Alors, effectivement, si on ne peut pas parler de pathologie à notre niveau, on peut parler du handicap et plus largement de la situation de handicap. Alors, quelques chiffres aussi pour vous permettre de vous repérer un petit peu dans les différents types de handicap. Donc, on a 13,4% de Français qui souffrent d'une déficience motrice, 11,4% sont atteints d'une déficience sensorielle, 9,8% souffrent d'une déficience organique, donc cœur, poumon, rein, donc des organes vitaux. 6,6% sont atteints d'une déficience intellectuelle ou mentale. Donc là, là le docteur Martinez vous donnera des explications plus précises. Et effectivement, on garde toujours ce chiffre en tête parce qu'on a effectivement le poncif du handicap associé au fauteuil roulant. Seuls 2 à 3%, et on n'est pas très au clair sur les chiffres, seuls 2 à 3% de la population utilise un fauteuil roulant. Alors, nous allons enchaîner aussi sur, toujours histoire de vous repérer, sur les origines des déficiences, donc la cause de la déficience. Donc, 15% seulement des handicaps sont de naissance ou acquis pendant l'enfance, la petite enfance. À part égale, on va retrouver les accidents de la vie, accidents de la voie publique, accidents domestiques, et les accidents du travail ou maladies professionnelles. Donc, acquis en cours d'activité. Là, on est sur 15%. Et puis, eh ben voilà, la grande majorité des handicaps sont dus au vieillissement et à la maladie non professionnelle. Ce qui veut dire que le vieillissement est la première cause de handicap. Alors, avec l'allongement de la vie au travail, ce pourcentage va sûrement augmenter. Et donc, à ce titre, je pense que nous sommes tous concernés. Alors, les 3 dimensions de handicap, idéalement, c'est pour vous permettre de naviguer entre ces différentes notions qui apparaissent quand vous avez à gérer une situation de maintien en emploi ou de reclassement de votre salarié. Donc, la déficience. Donc, moi, je vais lire les définitions et je pense que j'aimerais bien que le docteur nous illustre par quelques exemples. La déficience, c'est l'altération, là où les altérations perceptibles d'organes ou de fonctions. Elles ne concernent qu'une partie de l'individu. Donc, en pratique, ça va être la maladie, le diabète, une atteinte d'un œil, ça peut être une insuffisance cardiaque. C'est vraiment, là, on parle de la maladie en tant que telle. La capacité, quant à elle, sera la réduction totale ou partielle de la capacité à accomplir une activité. Et là, déjà, vous êtes très, très concernés. Elle concerne l'individu dans son ensemble. Donc là, si je prends par exemple comme problème une tendinite au coude, eh bien, la personne dans son activité au quotidien va avoir des difficultés à mobiliser son bras que ce soit au travail ou dans son activité, mais de tous les jours au quotidien, elle va peut-être avoir du mal à porter son enfant, à utiliser son bras en fait, à faire à manger, à conduire, etc. Donc là, on prend l'incapacité dans la totalité de l'individu, dans ce que crée en fait la maladie pour le diabète, par exemple, ça peut être de devoir manger, de devoir faire un régime antidiabétique. Voilà. Et enfin, le désavantage, c'est le préjudice résultant de la déficience ou de la capacité. Et donc là, on rentre effectivement dans l'interaction entre l'individu et son environnement de travail. Là, ce qui veut dire que pour une même pathologie, on ne va pas forcément avoir un désavantage dans le cadre du travail. Si je prends le cas une personne qui a un diabète, une
une personne qui va avoir des horaires de travail fixes, sans manutention lourde, exposée à des températures extrêmes, par exemple à la chaleur, etc., ne va pas forcément avoir un désavantage et vous n'aurez pas forcément de retour du médecin du travail avec des restrictions. Donc, en fait, le désavantage, c'est là où apparaissent les restrictions. En revanche, une personne, un chauffeur poids lourd qui a un diabète avec insulinodépendant, donc pour lequel il va falloir avoir accès à recours à l'insuline pour stabiliser le diabète, risque de perdre son emploi. Parce que vous allez avoir derrière un avis du médecin qui limite la conduite. Donc voilà, une maladie n'implique pas forcément un désavantage. Et pour de toute façon une même maladie, en fonction du métier et en fonction de l'entreprise dans laquelle le salarié travaille, il va y avoir ou pas un désavantage. Donc tout ça pour en venir à vous parler des différents handicaps. On a voulu vous expliquer un petit peu les types de handicaps qui peuvent exister pour vous permettre de parler le même langage, en fait, et d'avoir à peu près les mêmes mots quand on parle avec un médecin du travail et quand on parle d'un possible problème de santé. Le handicap, pour moi, c'est plutôt l'expression d'une maladie. Vous allez voir qu'au travers des handicaps, on peut avoir plusieurs maladies. Une maladie peut donner plusieurs types de troubles et un handicap moteur ne veut pas forcément dire une atteinte pure et dure mécanique, en fait. Là, dans le handicap moteur, par exemple, c'est l'ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité. Donc, dans ce handicap, effectivement, on va pouvoir voir des personnes qui sont en fauteuil roulant, mais comme on l'a vu, ce n'est pas la majorité des personnes. Mais rentrent dans ce handicap les personnes qui sont atteintes de troubles musculo-squelettiques, rentrent également dans ces handicaps les personnes qui ont des séquelles de maladies de type AVC. Un accident vasculaire cérébral peut laisser des séquelles avec une atteinte totale ou partielle d'un membre, voilà, avec une paralysie. Et donc, effectivement, la personne, dans l'expression de la maladie, va avoir une atteinte de son membre supérieur gauche, par exemple. Donc, on va le voir au fur et à mesure de handicap. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir quelle est la maladie. Et ça, c'est important pour le médecin du travail parce que ça lui permet à lui de savoir si c'est une maladie qui va évoluer, si c'est une maladie pour laquelle il y a un traitement qui guérit, ou qui stabilise. Donc ça, c'est important pour le médecin de connaître la maladie. Ce qui est important pour l'employeur, c'est de comprendre comment elle va se manifester et quelles sont les répercussions qu'il va y avoir sur le poste de travail. Donc, le handicap moteur, voilà. Bon, ça on en voit, je pense, enfin, en fait, elles vont se manifester notamment sur les restrictions de type pas de port de charge de plus de 10 kg, pas de travail en position debout prolongée, pas de manutention les bras en élévation. Voilà, ça peut se traduire par ce type de restriction. Ensuite, on va parler de deux handicaps sensoriels les plus fréquents. Ça va être le handicap visuel et le handicap auditif. Donc, pour le handicap visuel, on va avoir des degrés plus ou moins des degrés différents, donc du non-voyant, la personne qui est aveugle. Donc là, ça va effectivement se voir. Il est possible qu'elle soit avec une canne, il est possible qu'elle ait un chien, etc. Mais c'est une personne qui potentiellement est née avec cette problématique et qui finalement est adaptée. C'est adapté. Et qui va à la limite spontanément se diriger vers des métiers qui conviennent, dans lesquels elle peut déjà être autonome. On a les malvoyants, et dans le degré de malvoyant, on peut tout avoir. On peut avoir la perte d'un œil, on peut avoir juste une perte de la vision, une vision partielle, on peut avoir une diplopie, donc ça c'est voire double. On peut avoir une vision simplement des couleurs. Donc tout est possible à des degrés différents, avec des traitements qui peuvent ou pas permettre de guérir. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est le caractère brutal ou pas. Donc, je reviens sur mon chauffeur poids lourd. S'il perd un œil brutalement, il va être en difficulté pendant un temps pour pouvoir récupérer, alors déjà savoir s'il va pouvoir reprendre le travail, ce poste-là en tout cas, et pour pouvoir récupérer ses repères. Donc, 50% des déficients visuels occupent un emploi. Donc, ça reste un handicap qu'on va facilement rencontrer. Et puis, pour en revenir à ce que disait Madame Giglio sur le vieillissement, la première cause de déficience visuelle est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Concernant le handicap auditif, de la même manière, ça peut être une surdité partielle ou totale avec des degrés plus ou moins importants. Là, 88% des surdités
sont acquises, c'est-à-dire elles sont acquises au cours de la vie. Ça peut être un traumatisme sonore qui a créé une atteinte, ça peut être une maladie d'un nerf, ça peut être une écoute prolongée ou une exposition professionnelle importante au bruit. L'âge aussi intervient, hein, la presbyacousie fait partie des pertes de l'audition. Le problème, c'est que contrairement à la gêne visuelle, la gêne auditive, on s'en accommode plus facilement. On va plus facilement prendre soin de aller voir un ophtalmo et avoir des lunettes qu'aller voir un ORL et pour voir si on a besoin de prothèses. On s'accommode d'une perte de l'audition et alors effectivement, on risque de se mettre en retrait, hein, et de s'isoler parce qu'on n'ose pas faire répéter, ne pas comprendre. Et donc c'est un handicap qui peut être largement sous-estimé. Après, on va rentrer dans des handicaps cognitifs et dans le handicap mental. Le handicap mental, c'est l'arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet. Donc, en général, on l'identifie à la naissance ou au cours de la scolarité. On a une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence, donc des fonctions cognitives du langage, de la motricité, des performances sociales. En général, c'est un caractère qui est irréversible, mais stable, avec peu de soins médicaux. Et selon le degré, ce n'est pas forcément des personnes qu'on va retrouver en milieu ordinaire. On peut retrouver ces personnes et les amener à travailler dans des milieux protégés, comme des ESAT. Le handicap psychique, au contraire, et là, il est beaucoup plus difficile à détecter, c'est un dysfonctionnement, et c'est tout ce qui concerne les troubles psychiques. Donc, on va rentrer dans les psychoses, les névroses, les addictions. Donc, on peut potentiellement, alors en général, enfin, il se peut que ça apparaisse au cours de l'adolescence ou de l'âge adulte. C'est souvent une conservation des facultés intellectuelles et physiques normales, mais par contre des capacités relationnelles qui sont perturbées, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, une fatigue importante, des somnolences, des troubles de l'adaptation qui apparaissent et qui peuvent désorganiser un service. En fait, ils sont souvent soumis à un traitement et des traitements qui sont plus ou moins efficaces. Donc, le traitement lui-même peut aussi avoir des effets secondaires sur le salarié, de type ralentissement idéomoteur ou voilà, et c'est assez fluctuant, ça peut être fluctuant, donc ça peut être des troubles qui sont difficilement gérés quand on n'est pas accompagné et quand on n'accompagne pas le salarié. Dans les troubles cognitifs interviennent les troubles 10, qui sont des troubles finalement connus, peu connus. Enfin, ça commence quand même à être des troubles qui commencent à se connaître avec notre nouvelle génération d'enfants qui sont de plus en plus repérés et rééduqués. Donc, c'est un trouble d'origine neurobiologique sans déficience intellectuelle globale. Donc, préfixe 10, ça veut dire dysfonctionnement. On a différents types de des dyslexies, les dyspraxies, les dyscalculies. Donc, c'est des mots que vous avez sûrement entendu parler. Je ne vais pas les développer. Par contre, l'intérêt, c'est de savoir qu'on peut avoir des degrés différents de troubles 10. On peut avoir un seul trouble, on peut avoir plusieurs troubles associés, au point que quand on multiplie la dyslexie, dyspraxie, dysphasie, etc., ce sont des personnes qui parfois ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire. Donc, effectivement, il va falloir accompagner les salariés. Alors, dans l'aménagement, ce qui est un petit peu, ce qui se ressent surtout là dans l'accompagnement, c'est que pour les personnes de 50-60 ans, en général, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément été détectées à l'époque et qui, de nouveau, se retrouvent donc, qui ont trouvé un emploi et qui se sont adaptés, en fait, et qui ont compensé seuls et qui se retrouvent parfois à devoir changer de métier et qui, lorsqu'on leur propose de passer à de la formation et de la reconversion professionnelle, nous disent « mais moi, je suis nulle à l'école et non, j'ai pas envie, j'ai peur », ils ont une crainte de retourner en formation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner et détecter s'il y a un trouble 10 chez ces personnes-là. Et puis, pour les jeunes qui, au contraire, souvent sont détectés à l'âge au collège ou autre et qui sont rééduqués, lorsqu'ils arrivent sur le milieu du travail, on n'a plus rien à leur disposition. Donc, ils ont une dysorthographie, ils restent avec leur dysorthographie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir continuer à mettre en place les aménagements qui ont été proposés déjà.
et de travailler, par exemple, avec les orthophonistes et les neuropsy à l'aménagement. Ce qui est important aussi, et ça c'est important sur tout type de handicap, on a des interconnexions, des relations entre les différents troubles. Par exemple, un AVC peut laisser des séquelles à type de dysphasie, troubles de déficit de l'attention, de la concentration. Donc, en fait, dans la manifestation que vous voyez ici sur la droite du tableau, derrière, il n'y a pas forcément un trouble 10, mais il y a quand même quelque chose, mais c'est peut-être un AVC. Donc, tout ça pour revenir sur l'idée que l'important, ce n'est pas la maladie pour l'employeur, c'est comment elle va se manifester, comment moi, je peux trouver des solutions pour aménager le poste. Et ensuite, on a les maladies invalidantes, qui sont des pathologies chroniques évolutives. Donc, c'est une atteinte des organes. On va mettre dedans les insuffisances cardiaques, les insuffisances respiratoires, les maladies endocriniennes comme le diabète, les problèmes thyroïdiens, l'hypertension. Voilà, toutes ces maladies qui nécessitent des traitements à vie, des traitements lourds, des traitements plus ou moins efficaces, avec des pathologies qui, selon la personne, vont être plus ou moins, pour le coup, invalidantes. Il y a des personnes, par exemple, sur une maladie Crohn qui vont faire très peu de poussées, sans traitement, d'autres qui vont avoir besoin de traitement, mais qui vont être bien stabilisées, et d'autres qui, en ayant des traitements très, très lourds, ne vont malheureusement pas avoir une stabilité, et donc, on va surajouter de la fatigabilité, et ça ne se voit pas. D'accord, ce sont des pathologies qui entraînent une incapacité, mais c'est plutôt, on va toucher un peu l'intime du salarié. Un diabète ne va pas se voir. Voilà. Et si le salarié ne vous le dit pas, on ne va peut-être pas comprendre pourquoi il est fatigué ou pourquoi il fait des malaises ou pourquoi. Voilà. Donc, il faut qu'il puisse en parler. Et donc, je rebondis effectivement sur ce caractère d'invisibilité de certaines pathologies. Donc, les plus courantes ce sera la catégorie des pathologies chroniques et évolutives. Et effectivement, c'est aussi une caractéristique c'est complexe parce que ça peut toucher tous les types de handicap. C'est-à-dire que nous, employeurs, professionnels, si on n'est pas médecin, un handicap n'est pas toujours facilement détectable. Alors, si on y prête un peu attention, effectivement, on peut détecter et décoder des signes, mais ça n'est pas facile. Donc, souvent, si la personne ne fait pas remonter ses difficultés, n'en parle pas, pour X raisons, eh bien, effectivement, on peut passer à côté de ça et la laisser se débattre avec des difficultés dans le cadre de son travail. Et notamment pour les pathologies psy, souvent les déficits ou les incapacités sont traités comme des traits de caractère ou des défauts, et donc on va imputer ça à des comportements inadaptés, et pourtant peut-être que derrière on peut s'interroger sur une souffrance possible ou une difficulté de l'ordre de l'état de santé. Voilà, donc c'est pour ça que effectivement là, les handicaps ne sont pas toujours visibles, mais les conséquences sont visibles. Et c'est là où, on va dire, l'attention de l'employeur et la sensibilité de l'employeur va être déterminante. Parce que l'enjeu est important aussi pour vous, c'est-à-dire que le salarié soit en arrêt maladie ou en poste, il y a effectivement des petits repères à avoir pour pouvoir commencer à parler de tout ça. Donc, effectivement, si on se dit que les arrêts longs, à partir de 3 mois, ça commence à être long. Les arrêts de plus de 3 mois ne représentent que 10% de la globalité de l'absentéisme. À eux seuls, ils représentent une dépense sociale de plus de 60%. Employeur, assurance maladie, enfin voilà, tout ce que ça implique. Plus la durée de travail se prolonge, plus le risque de perdre son emploi est fort. Sonnette d'alarme. Et dans le cas de la lombalgie, là pour le coup, on parle d'une pathologie qui concerne tous les métiers, tous les secteurs d'activité. C'est la cause la plus fréquente d'arrêt de travail. Si là aussi, après 3 mois d'arrêt, les salariés qui souffrent de ce type de pathologie ne reprennent pas facilement le chemin du travail. Et donc, moins de 60% des salariés sont en situation de reprise à l'issue de cet arrêt maladie. Donc, c'est vrai que les chiffres sont très inquiétants. Et alors, on se base beaucoup sur, effectivement, toutes les études menées par l'assurance maladie et les études épidémiologistes. Alors, quand on a le salarié est en poste. Là aussi, en tant qu'employeur, je vais repérer des petits signaux
auxquelles peut-être on ne prête pas suffisamment attention. Mais en tout cas, vous allez être en première ligne pour repérer une perte d'efficacité, de l'absentéisme, des retards, enfin autant de petits dysfonctionnements qui bon, peut-être peuvent passer, mais qui avec le temps vont s'aggraver. Vous avez aussi les instances de représentants du personnel qui peuvent vous solliciter pour vous alerter sur des difficultés éprouvées par un ou plusieurs salariés. Et vous avez aussi le collectif de travail qui peut s'inquiéter de l'altération ou l'évolution du comportement d'un collègue ou de la qualité de son travail. Et effectivement, en général, le problème, c'est que la charge de travail, eh ben, écoutez, si on a une personne qui est un peu défaillante à un moment donné, le collectif, effectivement, pallie et dans l'entraide, va essayer de prendre ça en charge. Vous pouvez avoir aussi une plainte de clients de temps en temps. Et donc, ce sont autant de signaux qui nécessitent qu'on les prenne en compte dès leur apparition, en fait, et qui nécessitent aussi d'entamer un dialogue autour de l'état de santé. Et voilà, et c'est là que peut-être avec le docteur, on voit comment on peut vous aider là-dessus. Il y a deux façons d'agir. Soit le salarié est en poste, soit le salarié est en arrêt. Pour l'employeur, ce n'est pas la même façon de procéder. Enfin, on n'a pas accès aux mêmes outils surtout. Lorsque le salarié est en poste, vous avez droit de demander une visite au médecin du travail. Donc, le salarié devra y aller. L'idée de cette visite, c'est quand même de la préparer et d'expliquer aux salariés et aux médecins du travail pourquoi on demande cette visite. Donc, vous avez repéré les signes dont Mme Giguiot a parlé. Vous vous posez la question, puisque maintenant vous savez qu'il y a différents types de handicap, vous dites peut-être qu'il y aurait une problématique santé et je me dois quand même de vérifier qu'il n'y a pas un problème de cet ordre-là. Donc, ce qu'on propose, alors tous les services ne le proposent pas, mais ça peut être quelque chose qui évolue. Par exemple, à la ISMT, une fiche de liaison a été mise en place. L'idée, c'est de se mettre autour d'une table et de proposer, employeur-salarié, de discuter sur cette fiche de liaison et de discuter autour de ce que de votre problématique à vous en tant qu'employeur. C'est-à-dire dire aux salariés, j'ai repéré des erreurs, il y a des retards, il y a des absences, on me fait part d'une certaine agressivité, le travail n'est pas rendu à temps, incomplet, j'ai des plaintes de clients, etc. Lui dire, en fait, ce qui vous est remonté et vos difficultés en tant qu'employeur. Et de préciser et de demander, est-ce que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne vous donne pas les moyens, ce qui est écrit là? Est-ce que je ne vous donne pas suffisamment les moyens? Est-ce que le travail est trop compliqué? Est-ce que vous auriez besoin d'une formation ou est-ce qu'il y a une évolution, par exemple, sur un logiciel et vous n'avez pas forcément encore en main vous n'avez pas les moyens d'utiliser ce logiciel. Voilà, je parle d'un logiciel parce que c'est fréquent, en fait, justement, le changement. Voilà, essayez de comprendre et de discuter avec le salarié sur ses difficultés. Soit il va effectivement vous parler, soit il ne va pas vous parler, mais l'idée, ce n'est pas de lui demander quel est le problème de santé, ce n'est pas de lui demander s'il a un problème de santé, mais de lui dire, moi, au regard de ce que je sais que par exemple, quand on a une fatigabilité, un manque de concentration, qu'on s'isole, qu'on est agressif, je sais que potentiellement, derrière, il y a une problématique santé, donc je demande au médecin du travail une visite. Et cette fiche de liaison, vous la remettez au salarié et vous la remettez au médecin du travail. Et si possible, vous appelez ou vous faites un mail aussi au médecin du travail parce que l'intérêt, c'est que la visite, elle tourne autour de la problématique. Si vous faites une demande de visite à la demande de l'employeur et que le salarié pense qu'il vient faire sa visite périodique, on va avoir du mal à parler du problème. Voilà. Nous, il faut qu'on puisse s'appuyer sur… Il y a un retentissement sur votre entreprise et on doit parler de ça. Ensuite, le salarié va pouvoir, avec le médecin du travail, peut-être plus facilement se livrer. Et là, le médecin ensuite va revenir vers vous, pas pour vous dire quelle est la maladie, mais vous traduire en termes de capacité restante et de traduire la pathologie. Donc voilà, lui, il sait ce qui se passe, il sait comment va évoluer la maladie, il sait qu'il y a besoin d'un traitement, il va peut-être aussi demander l'intervention de spécialistes, etc. Et il va revenir vers vous en vous disant, oui ou non d'ailleurs, peut-être qu'il va revenir en disant, il est apte, et puis point final. Donc là, à la limite, vous aurez cherché le problème de santé. En tout cas, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, vous ne le saurez pas, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui crée ce que vous avez repéré.
soit il y a un problème de santé et effectivement, il va y avoir des capacités restantes et des propositions d'aménagement qui vont être faites par le médecin du travail. Donc ça, c'est quand le salarié est en poste. Si le salarié est en arrêt, vous n'allez pas pouvoir demander la visite auprès du médecin du travail. Donc, vous allez pouvoir informer. Voilà, nous, on propose par exemple aussi des courriers. Vous pourrez adresser un courrier d'information à votre salarié sur la visite de pré-reprise. L'idée, c'est de lui expliquer qu'il a le droit, lui, en tant que salarié, au bout d'1 mois d'arrêt, d'aller rencontrer le médecin du travail en visite de pré-reprise. Vous lui donnez les coordonnées du médecin, son adresse, son mail, tout ce qu'il faut pour que lui puisse prendre contact. Et on ne demande pas de retour du salarié. Il en fait ce qu'il veut de ce courrier. Soit il prend rendez-vous, soit il ne prend pas rendez-vous, mais vous l'avez informé de ça. Ensuite, donc alors juste pour revenir sur la pré-reprise, c'est donc une visite qui n'est pas obligatoire, qui est facultative, donc qui peut se faire à la demande du salarié, demande du médecin traitant, à la demande du médecin conseil. Et la loi du 2 août 2021 a mis en place la possibilité pour le médecin du travail de faire effectivement une visite de pré-reprise. Donc, elle est conseillée pour les arrêts de plus d'1 mois quand on ressent qu'il y a effectivement une problématique au retour. Si la personne s'est cassé une jambe et qu'elle a tout récupéré, ce n'est pas la peine de faire une visite de pré-reprise. Peut-être elle peut reprendre son poste sans restriction. Donc, on imagine qu'il va y avoir un problème à la reprise. Ensuite, pareil, la loi du 2 août 2021 a introduit la possibilité pour l'employeur de proposer un rendez-vous de liaison au salarié. Donc, ce rendez-vous peut aussi être demandé par le salarié. Là, pour le coup, c'est de savoir si vous, employeur, vous avez le droit de faire ça. Pour tout arrêt d'au moins 30 jours continu ou pas, vous avez la possibilité de proposer au salarié un rendez-vous de liaison. Ce n'est pas une visite médicale. Ça va être un entretien dans lequel l'objectif est d'informer le salarié sur les actions de PDP, donc prévention de la désinsertion professionnelle. C'est en gros lui expliquer qu'il a droit à visite de pré-reprise, qu'il existe des possibilités d'aménagement, qu'il existe des possibilités de formation, qu'il existe tout ce qui peut l'aider à faire en sorte de ne pas perdre un emploi. Vous n'êtes pas forcément sur la solution de reclassement interne ou d'aménagement du poste. Il y a peut-être un reclassement interne, il y a peut-être aussi une possibilité de sortie et de retrouver un employeur, mais l'idée, c'est de l'accompagner sur la possibilité de se maintenir en emploi. Donc, on peut, c'est quand même bien, à mon avis, d'y associer le service de santé au travail, donc le médecin du travail, sachant que le médecin du travail, lui, peut déléguer ce rendez-vous. Et l'idée, c'est que le médecin du travail apporte aussi toutes ces informations aux salariés. Aucune conséquence ne peut être retirée d'un refus du salarié de participer à ce rendez-vous. Voilà. Mais c'est un outil qui vous est donné en plus et qui n'existait pas jusque-là. Après, quand le salarié est en arrêt, à un moment donné, l'arrêt se termine, que ce soit par une fin d'IJ ou que ce soit parce que c'est un retour au travail qui a été bien accompagné. Alors, la visite de reprise, je rappelle que c'est une visite qui est obligatoire pour tout arrêt pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle dès lors qu'il y a eu au moins 60 jours d'arrêt. Elle est obligatoire aussi pour tout arrêt, pour un accident du travail d'au moins 30 jours, pour toute absence suite à une maladie professionnelle et pour tout retour de congé maternité. C'est cette visite de reprise qui remet le contrat en route et elle doit être faite par le médecin, donc demandée par l'employeur, faite par le médecin du travail dans les 8 jours qui suivent la reprise. Pour ce qui est des arrêts de moins de 30 jours dans le cadre d'un accident du travail, il est quand même conseillé à l'employeur d'informer le médecin du travail pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème à la reprise. Donc voilà, tous ces outils, on est déjà à la fin. Alors, tous ces outils, oui, vas-y, dis. Si je peux me permettre, docteur, oui, je voulais dire que le salarié soit en arrêt de travail ou en poste, c'est la précocité de la prise en charge qui va être déterminante sur la façon d'accompagner et de trouver des solutions satisfaisantes. Plus la personne s'éloigne et le dialogue est rompu, plus c'est difficile après effectivement de travailler. Alors, ceci dit, il faut que ce soit le bon moment aussi, mais la précocité va augmenter les chances de réussir l'accompagnement et de réussir un retour au travail. Alors, comme le disait le docteur, effectivement, on est sur un retour maintien d'une activité professionnelle. Ça peut être dans l'entreprise, sur un autre poste, sur une autre entité, mais ça peut être aussi hors de l'entreprise.
Et tout ça, ça sera travaillé ensemble, en concertation. C'est ça, c'est le processus de maintien. Donc, on ne le développe pas vraiment dans ce webinaire parce que ça fait l'objet d'un autre webinaire qui a déjà été, qui est déjà passé et pour dans lequel on va développer exactement ce qu'est le maintien en emploi et on parle notamment des discours de la cohérence, des discours médicaux, où on parle de l'étude de poste, des aménagements qui existent, de la possibilité de se former, de faire des bilans de compétences pour accéder à d'autres postes. Donc, voilà. En fait, l'idée de processus de maintien en emploi, c'est que si effectivement on repère un risque à la reprise du travail, ou alors reprise ou pas reprise, parce qu'il peut ne pas y avoir d'arrêt, hein, il peut y avoir une problématique santé qui apparaît alors que le salarié ne se met jamais en arrêt. Donc, si on repère qu'il y a des difficultés à tenir le poste sur le long terme, s'enclenche le processus de maintien en emploi. Et donc, voilà, ce qu'on veut faire passer à travers ce webinaire, c'est de pouvoir remettre de la communication et vous adresser au médecin du travail en fait, de votre entreprise qui a les moyens et le réseau pour pouvoir travailler avec le salarié et vous pour arriver à trouver des solutions de maintien en emploi. Pas forcément sur le poste, pas forcément dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Voilà. Cécile. Merci beaucoup à nos intervenantes donc, pour la richesse de cette présentation. Donc, comme vous le précisez, le docteur Martinez, il y a déjà eu un premier webinaire dont vous pouvez retrouver le replay sur notre site présence-pacacorse.org, donc dans la rubrique ressources. Vous retrouverez également le replay de ce webinaire d'aujourd'hui ainsi que le support PDF d'ici 48 heures. Pour toutes les questions précises, alors là, on va passer au temps des questions-réponses, mais pour tout ce qui est questions vraiment précises, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail. Donc voilà, donc là, c'est la rubrique ressources où vous pouvez retrouver le replay. Et bien, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Je vais peut-être laisser donc Agnès Donat et Amandine Couder prendre la parole pour les questions qui auraient déjà été posées. Et j'invite les participants au webinaire à poser leurs questions dans la fenêtre Q&R. C'est le moment. Bien, merci Cécile. Du coup, oui, en effet, il y a eu assez peu de questions pendant le webinaire. Juste une quand même, parce que ça peut être intéresser d'autres personnes que je rappelle à l'oral. Une personne qui t'a demandé s'il y avait des ateliers qui étaient proposés par les services, notamment en lien avec ces entretiens, etc. Donc là, je lui ai répondu, ça peut concerner tout le monde, que pour ces questions un peu plus précises sur l'offre de service de votre service, de vous rapprocher directement de votre service dans ce qu'il propose. Après, du coup, il y a une autre question qui est arrivée où là, je vais la poser à nos deux intervenantes. Une personne qui voudrait avoir un peu plus de précision, qui a trouvé peut-être le passage sur le rendez-vous de liaison un peu rapide. Est-ce que, Laurence ou Philomène, vous pourriez répéter un petit peu qui organise ce rendez-vous de liaison? C'est l'employeur ou le salarié qui a l'initiative du rendez-vous. L'employeur, là pour le coup, vous pouvez l'organiser. Vous proposez au salarié un entretien. Ce n'est pas une visite médicale. Vous lui proposez, mais il a le droit de refuser. Et donc, l'intérêt, c'est un entretien dans lequel vous allez faire passer l'information de ce à quoi peut avoir accès le salarié pour pouvoir éviter une désinsertion professionnelle. Donc, c'est là où on va parler, alors les actions de prévention et des insertions professionnelles, il y en a beaucoup. Ça peut être la mise en place d'un essai encadré, par exemple. C'est un essai encadré, c'est mettre un salarié en poste pendant son arrêt de travail, 14 jours à l'essai pour vérifier qu'il est en capacité de revenir sur le poste ou pour vérifier quel type d'aménagement il faudrait mettre en place pour lui permettre de revenir de façon autonome sur le poste. Ça peut être faire un bilan de compétences pour accéder à un autre poste dans l'entreprise et vérifier qu'il a les capacités de tenir ce poste. Ça peut être le temps partiel thérapeutique, de dire moi en tant qu'employeur, je serais d'accord pour vous, je suis dans la capacité de prendre en charge, d'assumer un temps partiel thérapeutique pour vous permettre un retour progressif à temps plein, vers le temps plein, dans le cadre du travail. C'est l'informer sur l'invalidité. Alors, vous, en tant qu'employeur, vous n'avez peut-être pas accès à toutes les informations. C'est pour ça que c'est important d'intégrer le service santé au travail, puisque le médecin du travail, lui, va pouvoir aussi expliquer aux salariés ce à quoi on
il aurait droit, en fait, en fonction de l'état de santé. Hein. On ne va pas déployer absolument tous les outils à chaque fois. Hein. L'idée, c'est de mettre en place des outils en fonction de l'état de santé. Mais voilà, de lui expliquer, de l'informer sur ses droits. C'est vraiment ça. Si je peux préciser, si le salarié est à l'initiative de ce rendez-vous, pour autant, il peut refuser de prendre en charge l'organisation de ce rendez-vous. Donc, c'est vrai que ça revient quand même évidemment plus facilement à l'employeur d'organiser le rendez-vous avec peut-être à l'issue la prise d'un rendez-vous avec le médecin du travail, etc. Ou d'y inclure un professionnel du service de santé au travail à ce rendez-vous. Mais c'est quand même l'employeur qui va prendre ça en charge. Peut aussi décider d'être accompagné par le référent handicap, par exemple, de l'entreprise. Pour les plus de 251 salariés, il peut demander à être accompagné. C'est un outil qui est vraiment tout nouveau. J'en ai pas encore vu. Les employeurs, je pense, seront peut-être frileux parce que le salarié est en arrêt de travail et que on n'a pas pour habitude en tant qu'employeur d'avoir le droit de demander ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de préparer et de ne pas se retrouver à trouver des solutions pompiers sur une fin de droit, par exemple, en indemnité journalière. On se dit, voilà, on est face à la reprise et on n'a pas travaillé le projet professionnel, on ne sait pas ce que le salarié va pouvoir faire. Ok, très bien, merci pour ces réponses. Je continue parce qu'on a pas mal de questions qui s'accumulent. Alors, une autre question qui peut être répondue très rapidement, je vais peut-être même pouvoir le faire moi. Une personne qui demande où pouvons-nous trouver les fiches de liaison évoquées. Alors là, c'est uniquement des exemples du coup qu'on vous a présentés, des exemples qui ont été pour le coup créés par l'ASMT 13. Mais là, encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de santé, voir s'ils ont une fiche à vous proposer. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien réutiliser les modèles des exemples qu'on vous a présentés dans le PowerPoint. Ensuite, donc, autre question, alors qui n'a pas trop de lien avec le sujet. Y a-t-il une obligation d'avoir une mise à jour annuelle faite par la médecine du travail de la fiche d'entreprise? Tous les 4 ans. Alors voilà, j'allais dire, c'est passé tous les 4 ans. Merci pour cette réponse claire et rapide de Laurence. Autre question, alors je crois que tu as déjà répondu, Laurence. Du coup, le médecin du travail peut-il être invité au rendez-vous de liaison? Oui, il peut, et moi, je le conseille fortement quand même. Très bien, merci. Ensuite, donc, peut-il y avoir un représentant syndical à un rendez-vous de liaison? Je dirais que c'est possible. Alors après, à confirmer, le référent handicap sûr. Après, je pense que oui. Il faudra quand même qu'éventuellement on puisse... J'ai pas vu passer référent syndical. Voilà, j'ai vu passer référent handicap. Maintenant, ça ne veut pas dire que si ça n'y est pas, que ce n'est pas impossible. Je sais que parfois, effectivement, en fait, dans les petites entreprises qui se passent dans les moins de 250 salariés, vous n'allez pas avoir de référent handicap. Donc, c'est peut-être le référent syndical qui va être le représentant du salarié. Ouais, collègue de l'entreprise, mais c'est quand même un rendez-vous pour préparer, pour remettre de la confiance et du dialogue, remettre du lien. Donc, l'idée, c'est pas, on se prépare pas à prendre des décisions, c'est juste, on fait l'état des lieux, on se dit qu'il y a toute une boîte à outils et il y a des accompagnements qui peuvent être déclenchés à partir de là. L'idée, c'est vraiment d'être sur renouer le dialogue, vu qu'il n'y a pas cette possibilité, enfin, elle n'existait pas jusqu'ici. Donc, voilà. Nous, on imagine mal, enfin, j'imagine mal, pardon, je devrais dire que ça soit pour gérer un conflit ou pour gérer, voilà, c'est vraiment, on est dans de la préparation à un retour au travail. Et voilà. Très bien, merci. Autre question, du coup. Une personne demande où doit se passer l'entretien de liaison, au travail ou à la SAT. Alors, je ne vois pas forcément ce que veut dire SAT. Peut-être que vous Santé avez... au travail. Ah, peut-être, service santé au travail, peut-être. Donc là, je ne sais pas, voilà, Laurence ou Fiona, si vous voulez répondre. Pareil, moi, de ce que j'en comprends, mais là, vraiment, je parle de ce que j'en comprends parce qu'en fait, ce n'est pas clair, c'est pas encore hyper clair dans nos esprits. J'aurais tendance à dire sur le lieu du travail. Après,
pourquoi pas dans le cadre d'un service santé au travail, je ne pense pas que ça peut être, enfin, ça ne vous sera pas refusé par le médecin du travail. L'avantage, c'est que c'est un cadre neutre. Voilà. Donc, par exemple, je pense par exemple aux risques psychosociaux ou des personnes qui ont vécu, je ne sais pas moi, un accident grave au travail ou autre et qui ont du mal peut-être à se présenter sur le lieu du travail, bah, peut-être venir dans le cadre, dans le service de santé au travail, c'est un endroit plus neutre et peut-être plus sécurisant pour le salarié pour commencer, remettre un petit peu du lien. Ok, très bien, merci pour cette réponse. Mais ce n'est Oui. pas une visite, hein. Ce n'est pas une visite. Même si ça se passe dans le service santé au travail, ce n'est pas une visite médicale. Il n'y a pas derrière, il n'y a pas d'aptitude, d'attestation ou de capacité restante. Très bien. Alors là, une question un peu plus précise. Que se passe-t-il en cas de problème ou d'accident avec un salarié qui reprend après un arrêt maladie de plus de 30 jours, si la visite de reprise a été programmée dans les 8 jours mais n'a pas encore eu lieu? Alors, pardon, est-ce que tu as compris la question, Laurence? Oui, j'ai compris. Ah d'accord, alors vas-y parce qu'il aurait fallu que je la relise moi pour mieux comprendre. C'est ça, s'il y a eu, donc, malheureusement, vous y êtes de plus en plus confrontés à mon avis, parce que comme on est en manque de médecins du travail, ça devient compliqué de donner des visites de reprise dans les 8 jours. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je vais surtout, je vais répondre à côté, mais je vais vous dire, vous pouvez demander au salarié de ne pas revenir travailler en attendant qu'il ait sa visite de reprise si vous avez vraiment un gros doute sur le risque et la crainte qu'il y ait un accident du travail derrière, parce qu'effectivement, il y a un petit flou juridique. Si on le voit au bout de 1 mois et effectivement le salarié est censé reprendre le travail et ne pas attendre la visite, mais il pourrait effectivement se passer un accident du travail, on pourrait peut-être vous reprocher et vous dire mais vous n'avez pas eu l'information du médecin, on ne sait pas s'il y avait droit à des aménagements ou pas. Dans ce cadre, moi je vous dirais peut-être si c'est possible, mais attention, hein, le salaire... il y a une part de salaire là qui est normalement versée. L'idée, c'est d'essayer d'obtenir ces rendez-vous dans les 8 jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour moi un accident du travail sur le cadre qui se passe dans le cadre du travail, même s'il n'y a pas eu la visite de reprise. Mais le contrat est toujours suspendu. C'est un peu délicat de répondre à cette question. Franchement, c'est un gros flou, c'est un gros flou juridique. Vraiment. Nous, on doit vous la donner dans les 8 jours. En gros, c'est ça, en fait. De toute façon, il ne faut pas qu'on se pose trop de questions. On est censé vous la donner dans les 8 jours. Point. Ok, très bien, merci. Autre question. Quid du salarié qui ne se sent pas capable de reprendre à l'issue de sa période de 14 jours d'essai? Je pense que c'est en lien avec les essais encadrés dont vous parliez tout à l'heure. Ça voudrait dire qu'a priori, il n'est pas en capacité de tenir le poste et il y a peut-être une inaptitude à la reprise qui va être prononcée. Oui. Très bien. Alors, autre question. Comment aborder un problème d'addiction avec un salarié? Alors, alcoolisme qui est précisé entre parenthèses, sans être intrusif. Peut-on faire intervenir le médecin du travail afin d'échanger avec les salariés sur des problèmes d'addiction? Oui. Oui, vous pouvez faire intervenir le médecin du travail, d'où l'intérêt de la fiche de liaison, c'est-à-dire qu'on ne préjuge pas d'une problématique santé. On va se baser sur ce qu'on repère en tant qu'employeur. Et on va laisser la main au médecin de pouvoir actionner les leviers et laisser libre cours, laisser libre le salarié de parler avec le médecin du travail. Comment dire? En fait, ce qui est important, c'est pas que vous ayez c'est pas de savoir si le salarié est addict ou pas, c'est de savoir s'il y a des conséquences sur le poste de travail. Donc, en fait, le fait de l'envoyer, vous vous déchargez, le fait d'envoyer vers le médecin du travail vous permet d'obtenir un avis qui dit il peut bosser ou il ne peut pas bosser. Et s'il peut travailler sous telle condition. Donc, oui, oui, effectivement, et c'est bien de pouvoir s'appuyer sur le médecin du travail. Je pense pas, vous pouvez, si le salarié est très ouvert, rien ne vous empêche à un moment donné qu'il vous en parle et qu'il vous dit je suis addict à l'alcool, voilà, et ben là, vous en parlez librement avec lui. Mais ne préjugez pas que c'est ça. Vous repérez les absences, les retards, et vous envoyez au médecin du travail, et c'est lui qui va faire la part des choses sur la problématique santé, et qui va revenir vers vous en vous traduisant ça en termes de capacité restante, en termes d'aménagement, en termes de restriction. Très bien, merci pour cette réponse. Autre question, qui doit être le référent handicap? Est-ce que ce serait plutôt quelqu'un, le référent sécurité, un membre du CSE, un salarié?
Moi, je pense que ça doit être une personne qui est, après, oui, en tant qu'expert, quelqu'un de la sécurité, etc., ça peut être bien, mais je pense que c'est une personne aussi sensible au thème, qui soit en capacité de, effectivement, d'avoir des connaissances et une veille sur tout ce qui se fait en termes d'aménagement, peut-être, ou d'aide pour compenser le handicap. Mais je pense que c'est une question de plus peut-être de sensibilité au sujet. En tout cas, il faudra la Ça peut former. aider, ça peut aider en tout cas. Ce référent doit être formé dans Ouais. tous les cas. Notamment la GFIP, je crois, propose des formations sur ce thème-là, parce qu'ils sont quand même voilà, les partenaires numéro 1 de la compensation du handicap. Donc oui, je crois qu'il y a des formations qui existent, et voilà. Et puis, mais ouais, je pense que c'est une question de sensibilité, puis après de compétences techniques aussi au sein de l'entreprise, pourquoi pas. Très bien, merci. Autre question, là, c'est une personne qui demande une précision, notamment sur la visite de reprise. Elle précise qu'elle était restée sur 60 jours d'absence, mais visiblement, ça a changé dans le support. Donc, je ne sais plus à quel moment on abordait la question de la visite de reprise. En fait, tout dépend de l'origine de la maladie. Où c'est que c'est? Non, c'est après. Là, voilà, c'est avant, c'était 30 jours d'arrêt. Voilà. Pour un AT ou une maladie, c'était comme ça. Maintenant, ça a évolué. Pour un AT, 30 jours d'arrêt égale visite de reprise. Pour une maladie non professionnelle, pour un accident d'origine non professionnelle, il faut au moins 60 jours d'arrêt pour que la reprise soit obligatoire. Par contre, pour une maladie professionnelle, ça peut être 1 mois, 2 jours ou 6 mois. Il y aura une visite de reprise obligatoire, et pour un retour congé maternité également. Voilà. Donc, en fait, c'est la loi. C'est depuis 2 août 2021 que ça a changé. Donc, voilà, on est sur ces nouveaux chiffres. Très bien, merci. Je préciserai peut-être même que la loi est parue le 2 août, mais qu'elle est applicable 31 depuis mars 2022, ouais. Donc encore plus récent pour le coup à ce niveau-là. Ok, merci. Allez, il nous reste 2 questions. Concrètement, comment est accompagné l'employeur face aux problèmes posés notamment par le handicap psychique d'un salarié? Je dirais que c'est du cas par cas. C'est des bonnes questions, ça. On fait du sur-mesure. Après, voilà, si c'est trop spécifique comme question, n'hésite pas à... En fait, c'est tellement… Déjà, ça dépend le type de handicap psychique. Là-dedans, rentre quand même beaucoup de problématiques santé. Donc, il faut voir s'il y a un pathologie. Déjà, si le salarié, il est suivi, s'il y a un traitement, si c'est évolutif, s'il est au clair avec son traitement et son problème de santé, donc s'il en discute facilement. Parce que nous-mêmes, médecins du travail, des fois, on est confrontés à un salarié qui n'a pas envie de parler de son état de santé. Enfin, bon, après, il faut l'amener à se sentir en sécurité. Après, comment on est accompagné? Une fois que nous, on a tous les éléments qui nous permettent de savoir si effectivement il y a un risque à tenir le poste, ou eh bien, on va revenir vers vous, alors avec ou pas le salarié. Moi, j'aime bien les réunions tripartites, ce qu'on appelle, c'est-à-dire où on se met autour d'une table salarié, employeur et médecin du travail pour pouvoir évoquer les difficultés à tenir un poste avec de telles restrictions, par exemple. Je ne sais pas, moi, si je vous dis il ne peut pas être en contact avec le public et que son travail, c'est de recevoir du public toute la journée, vous allez me dire, je fais quoi avec ça? Donc, comment on est accompagné? C'est d'abord envoyer vers le médecin du travail pour savoir s'il y a une problématique santé, comment le salarié appréhende et traite et s'occupe de son problème de santé. Ensuite, on peut faire intervenir le médecin donc pour le salarié et, par exemple, pour le collectif de travail. C'est important, notamment dans ce type de handicap. On n'en a pas parlé, mais le collectif de travail est très, très important quand on fait revenir une personne dans l'emploi, parce que si on pose des restrictions, ça veut dire c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va faire une partie du travail. Donc, l'idée, ce n'est pas que les restrictions retombent sur une autre personne. Dans le cadre du handicap psychique, par exemple, c'est de peut-être former les collectifs de travail aux problèmes de santé, à comprendre en fait à quel moment c'est la maladie qui s'exprime, comprendre comment réagir face à une agressivité, face à des troubles de l'humeur, face à une montée, je sais pas moi, en phase maniaque par exemple, ou face à une personne qui a des idées suicidaires, de se dire peut-être que je peux former le salarié à la crise suicidaire, de pouvoir lui donner, au collectif de travail les moyens de comprendre ce qui se passe et de pouvoir aussi créer un cadre sécurisant pour le salarié.
Et en général, quand on est sur une reprise, c'est de se dire on va avancer pas à pas. Nous, médecins du travail, on va se mettre en relation avec les spécialistes et faire des visites régulières au niveau des visites médicales régulières, donc à la demande par exemple du médecin du travail, pour vérifier qu'effectivement on n'a pas de décompensation. C'est ça en fait l'accompagnement. Et si vraiment le poste ne peut pas être tenu, c'est de pouvoir enclencher les démarches de reconversion professionnelle. Et donc, de nouveau, on rentre dans le système de bilan de compétences ou pas, d'ailleurs, de formation ou de travail sur un poste qui permet de positionner le salarié sur un poste qui est peut-être moins stressant. Enfin, voilà. Je ne sais pas, Philo, toi, si tu as d'autres... Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Puis je dis aussi que le médecin va s'appuyer sur son équipe plurie. Il y a toujours des psychologues du travail, psychologues cliniciens dans les équipes plurie. Et aussi, si le handicap psychique est reconnu ou pas, c'est-à-dire par le statut travailleur handicapé ou pas. Donc, s'il est reconnu, eh bien, évidemment, on associe les partenaires Cap Emploi, AGFIP, etc., qui ont aussi, eux, une boîte à outils qui va venir compléter tout ça. Et bien souvent, le handicap psychique n'est pas reconnu et les personnes ne veulent pas. Donc, effectivement, on est quand même suffisamment, on a suffisamment de ressources et de compétences en interne pour quand même vous accompagner largement sur cette prise en charge. Voilà, donc en interne, moi, je pense que c'est l'équipe plurie aussi qui va apporter beaucoup, hein, psychologues, infirmiers, etc. Très bien, Et merci. ergonome aussi, sur l'organisation du travail, la charge de travail, etc. Allez, une dernière question, il n'en reste plus qu'une. En plus, le temps pour le webinaire va toucher à sa fin. Donc là, c'est une personne qui nous parle d'une suspicion de consommation d'alcool chez un de ses salariés, notamment avec une problématique d'haleine, etc., mais qui n'a pas spécifiquement de répercussions sur le poste de travail. Donc, elle pose la question de comment aborder cette problématique. Moi j'ai eu proposé à un employeur qui avait du mal à discuter autour de ça, d'utiliser le collectif de travail et de parler du trouble. Bon, par exemple, c'était sur le risque routier et de mêler là-dessus les troubles addictifs. Mais on pourrait très bien imaginer, de pouvoir commencer par parler sans stigmatiser une personne, de pouvoir parler de l'addiction. Alors, qui dit addiction, en plus, c'est bien de penser qu'addiction n'est pas égale alcool, hein, pas égale cannabis. Ça peut être une addiction à un traitement, ça peut être une addiction au travail, etc. Donc, peut-être de passer par le mode collectif. Et puis, à un moment donné, de toute façon, il faut passer par la... Toujours pareil, il ne faut pas dire... Enfin, si, vous pouvez dire, vous sentez l'alcool, etc. Mais enfin bon, c'est forcément que le salarié va... Si vous engagez la conversation comme ça va être compliqué. Ils sont rares les personnes qui acceptent de dire spontanément oui, j'ai un problème d'alcool. Il faut plus l'aborder, toujours, et encore je reviens sur quelle est votre problématique à vous. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, pourquoi ça vous inquiète? C'est parce que peut-être qu'il vient travailler en voiture, que vous avez peur qu'il ait un accident sur la route. Peut-être il y a quelque chose qui vous inquiète et de partir de vous, en fait. Donc oui, il n'y a pas de retentissement parce qu'il fait peut-être pas d'erreur. Mais à un moment donné, si vous vous posez la question, c'est qu'il faut pouvoir revenir à ce que ça peut engendrer dans le cadre de l'entreprise, ou même ne le dire, que, ne serait-ce qu'en dehors de, bon, moi, employeur, ok, bon, il n'y a peut-être pas des... Mais j'ai peur pour vous de parler vraiment de vous, de dire, je m'inquiète, est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce que je peux vous aider? Ah oui, on n'a pas parlé d'assistante sociale, mais ça peut être aussi donner l'information. Si vous avez une assistante sociale en interne ou les services de santé au travail, de toute façon, ont des assistantes sociales, de lui dire, est-ce que vous avez le numéro de l'assistante sociale? Vous communiquez de l'information au salarié. Après, il en fait ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas l'obliger à y aller, mais donnez-lui toutes les informations qui lui permettent de se sortir d'une situation compliquée. L'assistante sociale, c'est important, vraiment. C'est vrai que, par exemple, on n'en a pas parlé, mais on travaille beaucoup avec les assistantes sociales aussi. Pour les troubles addictifs, par exemple, ça peut faire partie des personnes qui sont particulièrement sollicitées parce que derrière, il y a parfois des problèmes personnels. Beaucoup plus personnels. Et comment dire, vous n'allez pas rentrer là-dedans, mais vous pouvez l'aider par l'intermédiaire de l'assistante sociale. Très bien. Allez, très rapidement, pour compléter sa question, et après, on terminera là-dessus, vu qu'on arrive à la fin du webinaire. La personne précise si c'est possible de laisser des tracts, par exemple, dans des lieux ressources sur les effets des addictions, des choses comme ça, des tracts de sensibilisation. Bon,
Oui, ouais, je ne sais pas trop quoi répondre. Je pense qu'il n'y a pas d'interdit. Rien n'empêche en tout cas. En général, ça, c'est affiché aussi dans les services de santé au travail. Il y a de la communication qui est faite autour de ça, mais c'est peut-être pas suffisant. C'est sûr que ça peut être intéressant, mais bon, voilà, je ne sais pas si les personnes s'en saisissent vraiment. Nous, par exemple, dans le cas des visites médicales, on a des numéros, hein, et quand on sent qu'une personne est éventuellement addicte, on propose aux salariés de faire une visite dans un XAPA. On a des numéros de téléphone, on peut donner le numéro de téléphone de toute façon aux salariés. Mais effectivement, il y a des affiches aussi qui peuvent être mises en salle d'attente, et donc le salarié a accès à un numéro de téléphone. Très bien, merci. Cécile, du coup, il n'y a plus de questions, je te laisse reprendre la main. Oui, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Merci à tous nos participants. Donc, je vous rappelle que vous aurez accès au replay ainsi qu'au support du webinaire d'ici 48 heures sur notre site présence-pacacorse.org dans la rubrique ressources. J'ajoute que dans cette rubrique ressources, vous pouvez aussi retrouver pas mal de documents de prévention et notamment aussi sur les addictions. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Quand vous allez vous déconnecter, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Donc, merci de prendre quelques instants. Il est très court, hein, de prendre quelques instants pour y répondre. Ça nous permettra de pouvoir nous améliorer pour les prochains webinaires. Voilà. Écoutez, je remercie tout le monde et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire régional. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.